tout est accessible. Et c'est-à-dire que même un jour où il fait pas beau, un jeune motivé, il peut passer des heures sur son ordinateur et apprendre énormément de l'expérience des autres. Mais en final, ce que j'aime le plus, c'est quand tu voles vraiment longtemps, tu te retrouves dans une espèce d'état de transe là, et que quand tout fonctionne, que ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Salut Antoine. Salut. Merci de me recevoir du coup chez toi pour ce podcast sur la sellette. Toi, tu es originaire d'ici, on est chez toi. Je suppose que c'est grâce à ça que tu as commencé le parapente un peu. Tu as dû voir des gens un peu au-dessus de ta tête. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai grandi avec la vue sur le déco. À l'école, la vue sur les parapentes, les deltas qui tournaient juste au-dessus de la cour de récréation. D'ailleurs, on a fait un film qui raconte ça avec les copains il y a une bonne quinzaine d'années, peut-être même plus, qui s'appelle Le Nid. Si tu l'as pas vu, je te le conseille. Et ben ouais, je vais aller le voir. Et malheureusement, il n'est pas sur Internet. C'est un peu... Ouais, j'ai eu du mal à trouver Ouais. tous tes films, c'est pour ça que je voulais refaire un petit résumé après. Okay. On va en reparler, mais c'est dur de trouver toutes tes réalisations. Ouais, je suis pas très bien organisé. C'est dur de trouver tout ce que tu as fait. Alors, il y a des petits bouts par-ci par-là, mais je me dis, j'arrive pas à mettre tout en boîte par rapport à toutes tes réalisations. Et on en parlera tout à l'heure. Et du coup, ouais, on a grandi avec un spectacle quasi permanent, on va dire, toute l'année. Ça vole au-dessus de Saint-Île, donc en fait, on a grandi avec ça. On a grandi au milieu de la Coupe Picard, donc forcément, grosse inspiration. Voilà, moi, dès petits, mes parents étaient bénévoles sur l'événement, donc même s'ils volent pas, ils sont impliqués sur l'événement pour s'intégrer dans le village. Et puis en fait, je me suis retrouvé devant les écrans du festival du film, tout gamin, voilà, avec les yeux grands ouverts. Et voilà, ça m'a grandement inspiré. Et puis après, vers 11 ans, j'ai fait un stage multi-activité orienté montagne, donc avec de l'escalade, du VTT, de la rando et du parapente entre guillemets, puisque l'idée c'était de faire un peu de pente-école. Malheureusement, ce jour-là, il pleuvait, donc le moniteur a à peine eu le temps de sortir la voile. Donc, première frustration. Mes premiers intérêts, on va dire. Voilà, pratique, hein, parce que bon, on est allé souvent voir les parapentes, voir les deltas et tout ça. Mais là, c'était touché un peu. Il y avait un truc, mais finalement, ça s'est pas fait. Après, j'ai tanné mon copain Bertrand Chatin pour aller avec lui faire de la pente-école, parce que lui il était tout gamin et il volait déjà, il faisait beaucoup de pente-école. Il devait avoir 10 ans, quoi, qu'il était déjà... Donc le frère de Guillaume, toute la famille Chatin. Assidu de la pente-école. Et pareil, un peu galère, jamais trop... Enfin, ça a mis du temps en fait, hein. Ça a mis du temps à vraiment se déclencher, mais le jour où j'ai mes pieds qui ont quitté le sol, je m'en rappelle encore, quoi. La première fois, c'est sur un saut de puce avec un autre copain. Donc on décollait la pente-école, c'était les pistes de ski à l'époque, parce qu'il fallait de la pente quand même. Et voilà, on faisait un peu n'importe quoi, n'importe comment, mais il y a un jour ça a marché. Et là, voilà, c'était juste l'euphorie, quoi. Et je m'en rappelle encore, quoi, la sensation de... C'était juste dingue. Le décollage, des pieds qui quittent le sol. Ouais, c'était juste fou, quoi. Se retrouver là, et ça a duré, j'ai dû faire 5 mètres de long monter à 1 mètre de haut, quoi, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, mais déjà, le point de vue qui change, et voilà, la sensation, elle était là, et là, depuis ce jour-là, clairement mordu, quoi. Après, on m'a fait faire un biplace en parapente. Puis après, j'ai un copain qui s'est intéressé, bon, ça, vers 13 ans, après, j'étais vraiment mordu, premier biplace parapente. Et puis quand j'avais 15 ans, j'ai un copain qui s'est mis au delta. Et du coup, je faisais toujours beaucoup de pente-école avec les copains, en parapente. Et puis là, un copain qui se met au delta, du coup, le moniteur qui me voit, qui était un ami de mes parents, qui me dit viens faire de la pente-école, tu verras, c'est sympa et tout, on te fait la formation, puis dès que tu auras l'âge, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas voler avant 16 ans.
Et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé à voler d'abord en delta, à faire mes premiers grands vols en delta. C'est-à-dire qu'en fait j'ai fait toute la formation, on va dire, donc des biplaces pédagogiques, de la pente-école, pas mal quand même. Et puis de 16 c'est passé à 14 ans. Du coup j'ai pu faire mes premiers grands vols comme ça à l'âge de 15 ans et en delta principalement. Et puis après en fait je me suis entre guillemets auto-formé sur le parapente. Voilà, j'ai une fois un autre moniteur qui m'a dit vas-y je te prends en radio juste pour valider, mais je pense que tu as le niveau. Et du coup j'ai fait mon premier grand vol comme ça. Puis après en fait voilà, en parapente j'étais assez autonome sur ma progression. Et là, c'était à 16 ans? Enfin, Ouais, 15-16 ans. Ouais. 15-16 ans, donc en fait, tu as commencé les deux Tout à fait en parallèle. en Alors, parallèle, quoi. j'étais vachement bien encadré sur le delta, dans une dynamique de club, avec beaucoup de gens qui m'ont pris sous leurs ailes et qui géraient la logistique, entre guillemets, parce que bon, moi j'avais pas le permis, j'avais pas de voiture, donc pour transporter le delta c'était un peu compliqué. Mais du coup, en fait, finalement, non, je me suis retrouvé avec les gens qui venaient me chercher, avec mon aile, et puis on allait voler, et puis on partait en club, les sorties club, les stages, etc. Et à l'époque, la dynamique delta parapente, elle était presque égale ou c'était Non, ça on était commençait déjà un peu sur le déclin du Ok. delta, mais du coup, le fait que je sois un jeune espoir, ça motivait les gens à m'aider, quoi. Et ça m'a permis de progresser. Parce que du coup, je me suis retrouvé super bien encadré. Et donc tu dirais qu'au final, tout ce qui est thermique, prise de décision dans les crosses, etc., c'est plus en delta que tu l'as fait? Clairement. Ok. Clairement, puis on parle des années 90, donc il y avait moins le parapente était encore un peu... C'est les années un peu chaudes, quoi. Les voiles étaient un peu... Il y avait encore des accidents, c'était ça vu fermait, encore d'un œil c'est clair. pas très Mes bon, quoi. parents étaient rassurés que je fasse du delta, surtout ma mère, Mhm. plutôt que du parapente. Et moi aussi, quelque part, je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs, que la structure rigide du delta a pardonné quelque part, et la vitesse aussi qu'on peut atteindre. Voilà, dans les vallées, les brises fortes, les placements, etc. Je pense que... Alors, je me suis fait des frayeurs, j'ai eu des jokers, hein, mais ça m'a permis de voilà, passer entre les gouttes. Et là, est-ce que tu as un souvenir de delta de ton premier gros vol, je sais pas, peut-être plus de 200 bornes, ou enfin un des premiers cross dont tu as le souvenir, pas forcément le plus gros, mais là où tu t'es dit ah ouais, là j'ai fait des bornes et là j'ai fait un vrai truc. Est-ce que tu as un petit souvenir de juste nous décrire, parce que là moi je trouve tes vols sur la CFD de tout ce que tu as fait pour tes films et tes aventures où tu traverses les Alpes, et on va en reparler. Mais est-ce que tu as juste ce qu'on voit pas forcément sur internet, parce que à l'époque il y avait pas tout ça, mais je sais pas, ton premier départ de cross en delta, c'était quoi Bah, les premiers cross, je les ai fait en partant d'ici, voilà, mais assez rapidement finalement dans ma progression. Mais bon, pas des trucs très impressionnants. Puis sinon, le premier 100 km, c'était Champs-Rousses, départ de Champs-Rousses. Une belle journée, et je me suis posé, je crois, à Beaufort, il me semble. Ok. Enfin, voilà, c'était 100 km ou à Passy, je sais plus exactement, mais en tout cas, voilà, une belle. T'es passé par les belle faces ligne est droite. de Beldon? Non, c'était tout en face ouest. Ah ouais, excellent. Tout Ok. classique, mais voilà, les étoiles plein les yeux, dans bien. une dynamique. Et puis, voilà, on était déjà avec des pilotes expérimentés, etc. Et là, ils ont constaté que T'avais du potentiel. j'étais motivé, que j'avais du potentiel, et puis ça a enchaîné, quoi. Trop cool. Quelques mois après, 150, etc. Et là, déjà, j'avais pris goût à la distance libre, Ouais. au vol de distance, en mode tu pars sans retenue, quoi. Mais bon, il y avait une logistique, tu vois, on avait des navettes, on avait quelqu'un qui nous suivait. Donc ça, c'était cool, quoi. Ouais, ça te permet d'avoir l'esprit libre dans tes vols. Tout à fait. Pas d'être forcément en train de dire bon, je vais faire du stop, je vais poser, Ouais, un peu comme c'est ça ça. peut arriver pour quand t'es en solo en parapente. Exact. Donc t'étais quand même rassuré d'avoir des gens. Ouais, puis j'étais en radio avec ces gens-là, tu Ouais. vois, il y avait beaucoup d'entraide, quoi. Donc là, si je comprends bien, ce qui te plaît le plus, c'est presque partir d'un endroit et aller, pas forcément un triangle, pas forcément de faire les plus gros points, mais Ouais, ça c'est, tout me plaît, mais c'est vrai que l'aspect
poncer la journée, tu pars sans poser de questions Avaler les et kilomètres. sans savoir où tu vas, ça c'est sympa. C'est mythique. Ce qui me plaît le plus au final, c'est plus la découverte. Après, la performance, j'aime ça, j'aime le fait de quand tu boucles un circuit, c'est magique. Tu reviens à ton point de départ. En termes de logistique et simplicité, c'est énorme. Ouais. Mais ce qui me plaît le plus au final, c'est la découverte. C'est quand et ça, c'est ce que c'est ces premiers vols là où en fait au bout d'un moment, tu sais plus où t'es, quoi. Tu connais pas. Enfin, quand t'as 16 ans, 17 ans, tu vois, tu fais que découvrir. Ouais. Et après, ouais, aujourd'hui, c'est pour ça que j'adore le vol bivouac, c'est que ça te permet d'avoir un peu plus d'engagement, entre guillemets. Tu pars vraiment dans des endroits que tu connais pas. Et puis, si tu te poses, de toute façon, tu es autonome avec tout ce qu'il faut pour te nourrir, pour dormir. Donc, en fait, ça fait sauter aussi des verrous dans ta tête, un petit peu en mode, bon, bah là, de toute façon, j'y vais, quoi. Et une fois que tu as passé ce cap-là de dire j'y vais, après c'est que du bonheur parce que tu es dans cet esprit de découverte. Aller à la conquête de cet endroit-là, ça peut marcher. Ça peut être qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça, c'est mythique. Moi, j'aime beaucoup ça. Et du coup, tu parlais un peu des accidents, là. Enfin, pas des accidents, mais des petits vracs que tu as pris. En delta, tu as une comparaison à faire entre le delta et le parapente sur on a souvent tendance à dire le delta c'est solide, etc. Mais il y a quand même des moments où tu peux prendre des gros vracs. Tu peux prendre des gros vracs. Alors avec des ailes classiques, t'as pas de risque. T'as un risque très faible de faire un tumbling, c'est-à-dire que ton aile elle se retourne et tu tombes dedans. Et en général, elle casse. Ça, c'est plutôt sur de la voltige ou sur des ailes qui ont été un peu trafiquées. Aujourd'hui, les ailes homologuées, ça arrive quasiment jamais. Ou alors vraiment des conditions extrêmement fortes. Qui seraient totalement inconfortables à voler. Bon, mais voilà, c'est des choses qui sont arrivées. Hein. Moi, j'ai jamais vécu ça. J'ai jamais fait de secours en delta, pour te dire. Par contre, le delta, il a l'inconvénient d'être plus exigeant pour le décollage. Le lieu de décollage, tu peux pas décoller n'importe où. Il faut quand même un truc assez dégagé, assez lisse, avec un vent bien de face. Et l'atterrissage est beaucoup plus technique. Ouais. Et du coup, tu as beaucoup plus de place. Et voilà, ça pardonne un peu moins. Voilà, c'est vraiment c'est un des aéronefs les plus techniques à poser quelque part. Ah ouais, ok. Ouais, vraiment, c'est assez finot, quoi. Ouais. Tu peux pas poser dans un mouchoir de poche comme en parapente. Non, clairement pas. En faisant des gros contrepentes ou. Alors des contrepentes, oui. Tu peux faire des contrepentes. Donc en fait, ça c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma progression, c'est que en fait, j'ai vu des films de Didier Fabre, qui était un spécialiste du vol bivouac, enfin, l'inventeur du vol bivouac, et qui a fait plein de films. Ouais. Et lui, on le voyait poser comme ça à contrepente, comme un oiseau, quoi. Génial. Et du coup, ça m'a en fait inspiré. Et puis quand ça s'est présenté pour moi, je me suis pas posé de questions, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui était acquis quelque part. Okay. Et après, j'avais un moniteur aussi qui était bien chaud de ça. Et on a un peu joué avec ça. Et après, je me suis entraîné, voilà, sciemment, à me poser un peu à droite à gauche. C'était vraiment un délire en lui-même. Toi, t'en as fait un peu du bivouac en delta? Non. Non, t'as fait que en parapente? Jamais, ouais. Ok. Et t'as réussi à acquérir quelques techniques qui auraient pu t'aider, quoi. Ouais. Ah, mais ne serait-ce que pour le cross. C'est-à-dire que, voilà, quand tu sais que tu peux poser en contrepente, le fait de poser en contrepente, déjà le vent n'a plus d'importance, puisque dès que tu arrives face à la pente, dès qu'il y a une pente, il faut arriver face à la pente. Ouais. Et puis tu peux aussi poser dans des trucs un peu plus petits. Ouais, surtout plus petits. Voilà. Et du coup, il y a plus de gens aussi qui sont en pente, surtout sur du cross de montagne, des fonds de vallée ou quoi. Des fois, tu as plus de champs pentus qu'autre chose. Et du coup, ça m'a permis, voilà, le fait d'avoir une bonne technique, de prendre plaisir à ça aussi. C'était vraiment, pour moi,
que ce soit le décollage ou l'atterrissage en delta, comme en parapente, enfin, l'aspect technique du vol, c'est beaucoup de plaisir. Et du coup, le fait de s'amuser aussi à faire des gros flares, enfin voilà, c'est des choses. Après, on est plus à l'aise et puis voilà, on a le bagage et on n'a pas ça en tête. Parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui ont un très bon niveau en vol, mais quand il s'agit d'aller poser, ils sont un peu angoissés et ça, du coup, ça fait un peu ça peut faire boule de neige. embouteillage dans le cerveau. C'est ça. Et donc, ça finit souvent par un gros crash. Alors voilà, la structure du delta, le trapèze, il fait un peu fusible et ça amortit. Okay. Mais ça fait aussi un peu des dégâts, quoi. Je me suis investi à 300% dans ma passion, en fait. Quelque part, voilà, dès 17 ans, enfin, j'avais plus qu'un truc en tête, quoi. Hein. Alors bon, j'avais un peu de pression pour suivre les études, etc. Donc j'y suis allé aussi, enfin, mais voilà, j'ai passé mon bac, je râlais pas crête, notamment parce que mon prof de PS, on l'avait mis au parapente pour faire l'UNSS et qu'il a vu que j'étais ultra motivé, ultra doué, et qu'on avait gagné le championnat de France UNSS avec les copains, enfin bref. Donc il m'a mis une bonne note en EPS, sinon j'aurais pas eu mon bac. Bref, ça c'est la petite histoire. Après les études STAPS avec option deltaplane. Et grâce au niveau, voilà, j'ai pu aller jusqu'au bout de ma licence avec des aménagements et tout. Mais voilà, j'étais vraiment à 200% dans le vol libre. Okay. Et puis ça m'a permis aussi, j'ai eu des opportunités derrière pour travailler, quoi. Donc voilà, mais en termes de volume, c'était à 20 ans, je sais pas, je devais faire 400, 500 heures, j'en sais rien. Enfin bref, c'était beaucoup d'heures, beaucoup de voyages, des compétitions toute l'année, un peu organisées, que ce soit les compètes de Delta. On partait en janvier en Australie, en Floride en avril. Au Brésil en mars, on enchaînait sur l'Europe, après on repartait au Brésil en août. Enfin voilà, on avait tout le temps un circuit comme ça. De sportifs de haut niveau qui enchaînent et qui Et entre-temps, j'avais les compètes d'accro de parapente. Quand je revenais ici, je me mettais plus au parapente avec les copains pour donc t'as fait beaucoup d'accro aussi en parapente? Ouais, je faisais beaucoup d'accro. Et enfin voilà. Ouais, au début de ma pratique, j'ai plus pris le parapente comme le jouet qu'on déforme, plus on fait du freestyle avec les copains, voilà, la dune, ça a été vraiment aussi quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ma pratique. Et le delta, plus orienté performance, compète, t'avais un chemin un peu déjà sur le delta qui était tracé, et puis parapente c'était la récré, quoi, c'est ça? Okay. Et puis à l'époque, voilà, il y avait vraiment un gap de performance qui petit à petit s'est comblé, et voire même, je dirais aujourd'hui, un parapente est limite plus performant qu'un delta, en tout cas dans la majeure partie des conditions de vol. Aujourd'hui, on est plus performant avec un parapente, surtout en montagne, quoi. Enfin, surtout ici à Saint-Île où on a des petites conditions, on est près du relief. Faut sortir les inversions, etc. Mais à l'époque, voilà, delta, les grosses journées de vol, j'ai adoré optimiser et circuiter par là. Aller faire des bornes. Et puis, c'est beaucoup d'expériences emmagasinées. Hein. Donc, sur toute cette période très intense. Et puis après, donc j'ai fait presque plus de 15 ans de compète de delta à haut niveau. Et là, j'avais toujours cette inspiration de Didier Favre sur le vol bivouac. J'avais toujours ça en moi et une famille, d'autres aspirations, voilà, le delta en déclin, pas mal de copains qui sont partis. Je me suis dit bon là c'est le moment où voilà, je vais plutôt m'orienter sur une pratique vol bivouac en parapente. Donc j'ai arrêté le deltaplane. Sans regret, je pense que j'en ai fait assez et j'ai bien profité de ça. Après ça reste une machine qui est physique, enfin surtout à haut niveau, qui demande voilà, on peut pas faire ça à la légère. Clairement, je pense qu'aujourd'hui si je reprends un delta, je serais incapable de voler plus de 2-3 heures, tu vois, c'est vraiment quelque chose. Je savais pas que c'était aussi physique.
Ça demande pas mal d'entraînement. Et du coup, j'ai mis toute mon expérience au profit d'une pratique plus de voyage avec le parapente. Et j'ai toujours ce goût-là pour le cross, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux prendre un parapente et puis voler 10 heures assez facilement. Il y a cette gestion de l'endurance qui est importante sur des vols comme ça. Et ça, c'est clair que c'est pareil, c'est l'expérience, la connaissance de soi. Au printemps, l'année dernière, j'ai fait une grosse saison où j'ai beaucoup filmé sur les championnats du monde de parapente. J'avais fait pas mal d'heures, de volume sur d'autres tournages et tout, et ce qui m'a permis les deux ou trois fois où je me suis dit je vais faire du cross, de faire vraiment des gros vols. Cette année, en début de saison, alors que ça caillait et tout, j'ai quand même fait un super beau triangle, enfin un aller-retour, un peu à froid, et voilà, c'est pour dire. Et là, par contre, le fait de se connaître, c'est important parce qu'à un moment, d'anticiper sa propre fatigue et les décisions pourries qu'on peut prendre, ça joue, quoi. Et de se dire, bon, attends, là, c'est pas fini, t'as vu l'heure qu'il est, il est que 17h, peut-être que t'es en point bas, mais c'est pas fini, prends le temps, ressors, et derrière, il y a encore de quoi faire. Et c'est ce qui s'est passé, en l'occurrence, au printemps, là, sur un bel aller-retour entre les deux sœurs et le Ambérieu en Bugey, là. On a fait, t'es allé dans le Bugey? Ouais. Okay. C'était super classe. Mortel. Donc cool. Là, c'était plâtré de neige et tout, le Vercors. Et puis là-bas, t'es dans les petites collines, voilà, au milieu des... C'était la fameuse journée ultra froide, mais ultra fumante. Fumante. Ouais, je me rappelle. Ok. Et du coup, quand tu dis à froid, tu sens que si tu fais pas trop d'heures, ça peut te changer un peu sur des gros crosses comme ça? Tu sens que t'as besoin. Clairement, hein, le fait d'avoir du volume, ça aide. Hein. Tout, hein, je veux dire... quand déjà t'es habitué à ton matos et tout, là pareil, j'avais une nouvelle sellette, une autre voile que je connaissais pas forcément très bien. Tout est différent, t'es engoncé avec le froid et tout, c'était un peu... des choses nouvelles. Cosmonaute, quoi. Ouais. C'est pas forcément nouveau, mais c'est moins confort que si t'as fait déjà 5-6 vols avec le matos, tu vois, c'était rodé, quoi. Ouais, je fais le parallèle avec la wingsuit où on dit souvent qu'il faut être un peu à la maison. Quand tu mets ta wingsuit, faut être à la maison dedans. Ouais. Faut pas se dire qu'il y a pas un bout de la combinaison que tu connais pas. Et c'est bien de savoir, pareil pour le parapente, connaître un minimum le matos, et je pense que ça demande un peu des heures quand même. C'est clair. Ok. C'est clair. Alors ça fait partie de ma progression aussi, hein. Moi, le parapente, clairement. Comme je volais beaucoup en delta, j'avais investi plutôt mon budget sur le delta, et en parapente, je taxais les voiles aux copains. Donc en fait, je faisais que de changer de matos, et que ce soit sellette, voile, tout ça, j'ai tout le temps changé. Donc de temps en temps, il y avait, voilà, je récupérais le même matos, tu vois. Mais globalement, voilà, c'était tout le temps en train de taxer à droite, à gauche. Et ça a joué dans ma progression, clairement. Ça m'a permis de plutôt être lié à la masse d'air qu'au matériel, finalement. Ouais, c'est intéressant, ça. Et alors après, je sais pas si c'est lié à ça, mais en tout cas, j'ai aussi été pilote test chez Ozone pendant une petite période. Et en fait, je me rendais compte que j'avais pas de feeling. J'avais pas de feeling de la voile. Tu vois, je pouvais sentir la masse d'air, mais le matériel, finalement, en fait, je faisais avec. N'importe quoi, je faisais avec. Et au final, on me disait, qu'est-ce que t'as pensé? Et, ouais, c'est bien, c'est super, ça tourne, ça vole, bon. Bref, tu vois, j'avais du mal à, même quand tu faisais des ajustements, tu te posais, tu faisais un nœud, tu redécollais. J'arrivais pas à sentir exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, ça serait toujours le cas, tu vois. Okay. J'ai pas une super sensibilité par rapport à ça. D'accord. Et du coup, moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi un peu de... Tu parlais tout à l'heure de la Coupe Icare, que t'allais voir sûrement à un moment des films comme celui de Didier. Ouais.
C'est ça qui t'a inspiré un peu le fait de devenir réalisateur? Alors ouais, ça s'est fait assez naturellement aussi, ça, quelque part. Quand j'étais petit, je me disais pas, je serais réalisateur, je ferais des films. Et même quand j'avais 18 ans, là, on avait fait un interview pour un magazine là, avec tous les copains, là, la bande des blues. Et j'avais clairement dit non, mais moi je ne vivrai pas de ma passion, je veux vraiment scinder les deux. Puis bon, au final, c'est de fil en aiguille, quoi. Bah voilà, un jour, en fait, ça s'est fait comme ça. C'est que un jour, j'ai un copain qui, lui, était super motivé, Guillaume Brousse, qui est toujours très motivé, un excellent réalisateur. Notre premier film, donc c'est son premier film, Red Blues. Et un jour, il m'a dit, tiens, je vais faire un décrochage, toi, je te passe la caméra, tu me filmes en vol. C'est comme ça que je me suis retrouvé la première fois de ma vie avec une caméra dans les mains, sous ma voile, et j'ai filmé son décrochage, et plutôt bien filmé le décrochage. Alors que voilà, il fallait qu'on se cale, enfin c'était quelque chose de technique, quoi, hein, direct, quoi. Hein, et c'était pas des GoPro à l'époque, hein, on avait des caméscopes comme ça. Bref. Ça, une première fois. Une deuxième fois, c'était un Valmontant. On était à Madère sur un événement où on était invité pour faire des démos de parapente. Et elle me dit, ouais, je vais sauter du pont en base jump. Pareil, tiens ma caméra. Et là, t'as la pression, faut pas rater le shot, quoi. Et pareil, j'ai filmé le shot, j'avais bien... Excellent. Et j'avais kiffé ça, quoi. Quelque part, t'es dans l'action sans y être. Enfin, il y a ce côté-là, ça m'a beaucoup plu. Du coup, derrière, avec Guillaume et un autre copain, Bruno Bourdin, on s'est motivé. Je dis, ouais, il y a moyen d'avoir des subventions. On avait le défi jeune à l'époque. On a monté tout un dossier multimédia, site internet. À l'époque, c'était un peu le balbutiement de l'internet. Hein. Et photos, vidéos, tout ça, quoi. Commencer à aller voir les magazines, les marques, tout ça. On s'est fait sponsoriser. On a eu cette bourse. Et du coup, on est parti avec le matériel qu'on a pu acheter grâce à cette bourse. Et puis, à l'issue de ça, en fait, le fait d'avoir fait tous ces dossiers, etc., et puis la carrière, à côté de ça, la performance, la polyvalence, enfin, c'est comme ça qu'on m'a embauché chez Ozone. Robbie Whittle, qui était un des boss à l'époque, un super pilote qui était champion du monde et en parapente, et en delta et en parapente. Il m'a dit viens, faut que tu bosses avec nous. Et du coup, j'ai arrêté ma maîtrise STAPS où voilà, ça amenait pas à grand chose. Je trouvais qu'on bossait pas, qu'on apprenait pas grand chose. Et je suis allé directement voilà, bosser pour cette boîte. C'était une belle expérience où j'ai touché à plein de choses. Et dont l'aspect voilà, média, photo, vidéo. Et tout ça, t'as appris en autodidacte au final? Ouais. Et ça s'est fait comment? T'as réussi à... T'as eu des petits moments, parce que je suppose que t'as vu aussi l'évolution des caméras, comme tu disais, Ah ouais. l'évolution des logiciels de montage. Tout à fait. Puis c'est des choses que tu apprends un peu sur le tard. Je sais pas si à Internet, il y avait peut-être pas autant d'informations qu'aujourd'hui où tu peux trouver comment faire une vidéo, machin. Clairement. Alors, premier film, donc Flying Babouche, c'est Guillaume Brousse. Lui, il avait déjà monté Red Blues. Mais à l'époque, il scotchait les bandes. Enfin, c'était vraiment à l'ancienne. Okay. Et voilà, Flying Babouche, j'ai passé beaucoup de temps derrière son épaule, c'est-à-dire dans une position de réal, hein, déjà. C'est une co-réal, hein, on était tous les deux, voire trois avec Bruno. Et mais voilà, derrière, à dire ouais, attends, il y a des belles images là, faut qu'on aille les chercher, ça c'est bien, on a bossé ensemble, quoi. Et puis donc à force, on a fait plusieurs films comme ça. À force de voir, je me dis ah ouais, peut-être je pourrais essayer aussi. Enfin voilà, je me suis mis aussi un petit peu au montage. J'ai fait une formation aussi quand même. Hein. J'ai fait une formation, mais c'était plus sur l'écriture du documentaire. À l'époque, Cinédoc, c'est une boîte sur Annecy, et l'idée c'était plus quel est ton message et comment tu veux arriver à le faire passer. C'est un peu ça, c'était sur 4 mois, une formation assez constructive où en fait on
L'idée, c'était plus pour faire un documentaire, comment on s'y prend, mais pas vraiment l'aspect technique. Il y avait un peu de technique, mais c'était pas le gros du truc, quoi. Et aujourd'hui, avec toute cette expérience, tu l'organises comment pour quelqu'un qui voudrait faire de la vidéo en l'air? Tu l'organises comment un peu ton setup, si on peut dire en anglais là? Tu sais, on a fait un tournage ensemble dans les écrins pour Air Design. Tu filmais les voiles, moi je te voyais et je me disais, mais ok, donc il faut déjà avoir un sacré niveau de pilotage pour gérer sa voile et la cam. Mais je te voyais aussi organiser ton truc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les détails? Ouais, bien sûr. Alors, en voile, voilà, ça c'est le fruit de beaucoup d'années d'expérience, mais c'est des techniques assez simples finalement. Hein. Alors c'est marrant parce que quand j'étais gamin, un jour je me suis retrouvé en vol avec un gars qui était manchot. Et en fait, il avait une petite barre et il tenait ses deux poignets de la même main comme ça et puis il pilotait son parapente avec une seule main, quoi. Et voilà, ça m'avait impressionné. Et puis bon, petit à petit, voilà, en filmant, en fait, j'ai développé ces techniques où j'arrive à prendre mes deux commandes dans la même main et piloter ma voile assez naturellement, finalement, et à me positionner un peu où je veux quand même, comme ça. Je fais pas mal un peu de contorsionnisme, hein, pour filmer derrière, un peu dessous, sur le côté, enfin voilà. Et après, quand je vole, j'aime bien avoir plusieurs caméras. Parce qu'il y en a toujours une qui peut tomber en panne, ou une qui a plus de batterie, l'autre, ou plus de mémoire. Enfin voilà, et donc c'est pas mal d'avoir plusieurs sources à disposition. Et puis c'est vrai que moi, quand je suis en vol, j'ai le cadre, quoi. Je vois le décor, je vois les voiles, j'ai des images qui se créent. Et là, après, je vais essayer de me placer, éventuellement de demander au pilote de se déplacer grâce à la radio. Donc c'est vrai qu'il faut des fois un peu jongler entre la radio, l'appareil, les freins, pour arriver à sortir un cadre qui soit vraiment sympa. Et puis j'accélère s'il faut, je me repositionne. Enfin voilà, et à des pilotes avec qui c'est hyper naturel, d'autres pour qui c'est un peu plus compliqué. Mais au fil des années aussi, j'arrive à briefer les gens avant qu'on vole, parce qu'on change souvent de pilote finalement, quand d'une marque à l'autre ou d'un projet à l'autre. Enfin voilà. Et donc l'idée c'est de briefer les gens avant même qu'on soit en l'air pour dire voilà, il y a ce type d'image qu'on pourra faire. En général, il faut que tu sois plutôt en dessous ou à mon niveau. Si t'es trop, t'es dans le ciel bleu, donc ça n'a pas trop d'importance. Enfin, ça marche moins bien. Les croisements, ça marche beaucoup aussi pour faire des plans un peu dynamiques avec de la vitesse. Puisqu'en fait, comme on est assez lent en parapente, si on va tout le temps dans le même sens, finalement c'est un peu boring, quoi. Ça va pas bien vite. Voilà, on évite d'être tout le temps derrière parce que bon, au final, d'avoir que le pilote vu de derrière, et c'est facile. C'est l'image la plus facile, c'est de se caler derrière. Mais au final, si on fait que ça marche pas, quoi. Et t'as quand même une caméra au point, parce que j'ai vu que t'avais fixé vraiment une caméra plus ou moins à côté des élévateurs, et t'avais aussi une caméra au point. Ouais. Et tu utilises les deux, t'en mets une un peu en fixe? Ouais, alors en fixe, je l'ai pas fait beaucoup, ça. Je l'avais fait beaucoup, c'était pour le live là, des championnats du monde, donc on avait ça marchait plutôt bien. Mais en fait, c'est plus contraignant qu'autre chose. Enfin, ça marche, hein, mais au final, je préfère voilà, prendre à la main et cadrer vraiment comme je veux, ouais, avec plus de souplesse que les rotules des systèmes, ouais, plus de fluidité. Exactement. Et du coup, ce côté de réalisateur, t'as commencé c'est Ozone qui t'a embauché vraiment au début pour que tu arrives à en vivre et à exploiter vraiment la chose, c'est les marques et tes films? Alors ouais, moi aujourd'hui, enfin à l'époque, Ozone ils m'ont embauché, c'était pas forcément pour faire des films, hein.
mais parce que j'avais eu cette motivation à faire ce projet et tout ça, je pense que ça a joué clairement. Mais après, à l'époque, je faisais du marketing, je m'occupais des pilotes sponsorisés, des événements, on allait faire les démos, on faisait, voilà, enfin, je faisais beaucoup de choses et un peu de pilote test aussi. Et puis c'est l'époque où je me suis aussi mis beaucoup à organiser des événements. Donc j'étais impliqué sur la Coupe Picard, on a développé la voltige, enfin l'accro vraiment au sein de la Coupe Picard, le festival des turbulences. Et puis après, on a créé le Waga Festival, donc gros événement freestyle à la Dune du Pilat. Ouais. Après, j'ai organisé avec d'autres copains la Coupe Picard Blanche. Donc c'était une mini Coupe Picard en speed riding sur les pistes de Saint-Hilaire. Voilà, on a bien festoyé. T'as touché à tout Ouais. finalement dans le milieu. Il n'y avait pas que la vidéo parce que c'est vrai qu'on te connaît maintenant pour ça et en fait t'avais plein de casquettes au final avant. Ouais, Ça, tout à je savais fait. pas. Et puis alors pour revenir à ta question, aujourd'hui comment je vis de ma passion, mes passions entre guillemets, parce qu'il y a le vol et l'image, on va dire. Et ben je fais plusieurs types de réalisations. On fait pas mal de films promotionnels, et je fais aussi pas mal de documentaires sur mes aventures, et aussi d'autres documentaires, voilà, sur des portraits de pilotes ou enfin voilà ces films-là, ils sont diffusés, vendus sur des petites télés qu'on peut trouver sur le satellite ou quoi. Okay. Et de ça, j'ai des retombées aussi financières un petit peu. On appelle ça les droits SCAM, c'est en fait comme la SACEM. Droits d'auteur, quoi. C'est des droits d'auteur, ouais. D'accord. Ok. Et du coup, voilà, aujourd'hui, ça me permet de gagner un peu d'argent et puis de monter mon projet d'agriculture en parallèle. On peut en parler de ça, effectivement. Là, en fait, tu me reçois gentiment alors que tu es en travaux à côté. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu ce projet qui est bon hors parapente, mais qui est aussi un peu lié parce qu'au final, dans un de tes films, tu donnais des graines aux gens qui t'hébergeaient. Et il y a déjà ce côté un peu... explique mieux que moi, je pense. C'est vrai que l'agriculture a toujours eu une place un peu spéciale dans ma vie. Et ça fait un bon moment que je suis passionné de ça, le jardinage. Et ça fait quelques années que j'ai orienté clairement mon avenir dans un projet de production de plantes aromatiques et médicinales. Sur le plateau de Saint-Hilaire. Voilà, sur le plateau. Et du coup, je me suis formé. J'ai fait un BPREA, donc une formation d'1 an avec toutes les facettes un peu du métier d'agriculteur. Pas que la technique, mais aussi tout ce qui est gestion, compta, etc. Administratif, qui sont pas forcément mes points forts. Voilà. Et puis là, du coup, j'ai cherché du terrain, j'ai trouvé pas mal de terrain. Et aujourd'hui, je suis en train de construire ma micro-ferme avec une petite maison, un labo, un séchoir et des zones de culture. Voilà. Donc et l'idée, c'est on pourra venir acheter directement chez toi. Éventuellement. Tu vas passer aussi par sûrement des... Ouais, l'idée, c'est de vendre en circuit court. Vendre en circuit court. Ouais, clairement. C'est des petites productions, circuit court. Voilà, faut rester vraiment dans quelque chose à échelle humaine, locale. Okay. Très bien. D'accord. Et du coup là, c'est l'avenir professionnel. Et au niveau, je voulais qu'on parle aussi de l'avenir un peu du parapente. Toi, dans ta pratique, comment tu vois le futur pour toi? Et aussi, alors je sais que c'est une question qui est difficile parce que t'es pas dans une école, donc tu vois pas forcément passer les profils, mais comment tu vois l'activité maintenant et comment tu vois comment elle va évoluer, ta vision ma vision de l'évolution de l'évolution de cette activité. Alors c'est vrai que aujourd'hui, en fait, on est sur une activité qui est accessible. C'est assez génial, hein, et le parapente, il s'est vraiment
démocratisé quelque part en fait, et les outils numériques permettent aussi un partage d'expériences et de connaissances qui fait qui accélère en fait la progression des pilotes et quelque part qui permet aussi d'augmenter la sécurité. Bon, il y a toujours des travers, mais globalement, moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, ce qui était accessible à l'époque à des pilotes avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'années, de partage, de discussion, de rencontres, de lecture, etc. Aujourd'hui, grâce au numérique, donc que ce soit les vidéos, mais aussi tout ce qui est traces GPS, enfin, tu vois, cette accessibilité les données qu'on peut avoir maintenant directement sur les tablettes, les smartphones, enfin, l'instrumentation qu'on embarque. Si tu veux, ça permet de démultiplier en fait le temps quelque part qui était nécessaire avant pour acquérir cette expérience. Maintenant, au contraire, il est divisé, pas multiplié, il est plutôt divisé parce que tout est accessible. Et c'est-à-dire que même un jour où il fait pas beau, un jeune motivé, il peut passer des heures sur son ordinateur et apprendre énormément de l'expérience des autres. Et du coup, c'est comme ça qu'on voit des pilotes à 20 ans qui font des circuits incroyables, qui ont vraiment une expérience dingue, parce que la technique en elle-même, elle est accessible, et le matériel a évolué aussi vers plus de sécurité, de facilité. Et du coup, cet aspect technique, il se travaille assez vite, et l'aspect expérience de la masse d'air, des cheminements, des circuits, etc. Des pièges aussi, elle se fait en parallèle et avec beaucoup plus vite, ouais, clairement. Bah, c'est surtout que, moi, j'arrive dans le parapente, c'est pas si longtemps que ça, et on a l'impression quand même, j'avais l'impression quand même d'avoir beaucoup d'outils comme si on m'avait déjà donné un livre avec, toutes les expériences de vol des gars qui en fait faisaient les premiers triangles, faisaient les premiers cheminements et on construit un peu pour le cross du moins, les autoroutes. Ouais. Et alors que peut-être que quand tu as commencé, c'était peut-être pas comme ça. Et ah ouais, non, c'était pas c'est ça qui prenait plus de temps, quoi. Carrément. Ouais. Et c'est ça qui est. Donc, tu penses que ça, c'est sûr que la progression, elle va plus vite, mais tu penses que il n'y a pas quand même des gens à l'époque qui allaient trop vite dans leur progression aussi, à l'époque ou ouais, je pense qu'il y en aura toujours, hein, mais oui, c'était le piège. Enfin, c'est toujours le piège. Enfin, le piège, c'est toujours l'excès de confiance, hein, quel que soit ton niveau. Hein. Donc ça. Parce qu'au final, cet outil-là, avec beaucoup d'informations, on pourrait se dire, j'ai beaucoup d'informations, donc j'ai l'impression d'avoir beaucoup de connaissances. Ouais. Mais l'expérience, ça sert qu'à une seule personne à la fois. Ouais. C'est ce qu'on dit aussi dans le base. Et au final, il y a peut-être beaucoup de gens qui disent, je sais ça. Et au final, le fait de pas avoir autant de volume que quelqu'un qui a appris à l'ancienne, entre guillemets, qui a fait du volume sur plus d'années, est-ce qu'il a peut-être plus de chances d'avoir un vrac ou d'avoir un accident? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je sais pas trop. Je pense que c'est au cas par cas, et c'est là où en fait t'auras beau potasser tout ce que tu trouves sur internet, tous les livres, toutes les traces GPS, il y a un moment où en fait tu te retrouves face à toi-même, et surtout quand tu es dans des conditions de merde, quand tu te retrouves et c'est comment tu vas réagir à ce moment-là. C'est beaucoup dans la tête, mais comment justement tu arrives à garder la tête froide, comment tu arrives à pas paniquer, parce qu'en fait c'est un sport qui est très mental, hein, clairement. Techniquement, il faut être dessous. Il y a cet aspect endurance sur des vols de distance, mais c'est pas forcément là qu'on va se mettre en danger. Et en fait, ces situations, c'est comment on les gère. Et ça, je pense que c'est propre à chacun. Et ça, par contre, tu le trouveras pas sur Internet, quoi. Je pense pas. Tu vois, il y a un moment, c'est savoir aussi où sont ses propres limites. Et puis quand on les dépasse, savoir gérer ça, quoi. Et ça, voilà, c'est là où ça fera toujours la différence d'un pilote à l'autre.
sur l'aspect gestion de la crise entre guillemets quoi, je pense. Okay. Et pour ta pratique, on peut revenir dessus, mais pour ta pratique dans le futur, t'as des choses qui te font vraiment kiffer. Alors je sais que le bivouac, je sais qu'il y a les combos, mais qu'est-ce qui te plaît le plus, même si c'est dur de faire un classement, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui te met met le cœur en pulsion et te dire, ah là, ça, j'ai envie de le faire, quoi. Bah, pour moi, il y a tout qui me plaît. C'est vrai que là, je suis en manque de dunes parce que ça fait 2 ans que je suis pas allé. Mais voilà, les Waga, le freestyle, c'est vraiment un truc que j'adore. Je suis en manque de cross parce que cette année, j'ai pas trop pu m'exprimer. J'ai regardé les conditions passer. Donc, j'ai un peu de frustration. Donc là, je me dis, dès que je peux, je me réchauffe, je m'équipe au top. Tu vois, pour aller voler 10-12 heures et faire péter des scores. Enfin, les scores, c'est... dans la performance, ce que j'aime, c'est vrai que la carotte des chiffres, elle est sympa. Mais en final, ce que j'aime le plus, c'est quand tu voles vraiment longtemps, tu te retrouves dans une espèce d'état de transe là, et que quand tout fonctionne, que ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. L'état de flow comme ça c'est le flow, ouais. c'est juste et ça tu le trouves nulle part ailleurs et ça c'est clairement un truc hyper addictif auquel j'ai envie de revenir. Okay. Mais après en vivant ici, moi j'adore c'est la pratique entre guillemets du quotidien où hop, j'arrête de jardiner, je vais faire 3 ronds dans le ciel, ça me prend 1 heure, 2 heures, je vais me poser à la dent, retrouver les copains, tu vois. Un petit vol là, tu voles de 1 heure ou 2 et tu te reposes et tu retournes dans ton quotidien, dans faire ce qui te plaît. Et ça, c'est hyper nourrissant, quoi. Ok. On n'a pas trop parlé parce que du coup là on a parlé de tout ce qui se passe bien. Est-ce que dans le parapente t'as eu des moments où ça s'est mal passé, où est-ce que t'as eu des accidents, est-ce que t'as eu des gros vracs, jusqu'où c'est allé pour toi dans le côté négatif qu'on présente pas parce que souvent ça reste un truc personnel. Est-ce que t'as eu des choses comme ça de ton côté? Bah forcément en 30 ans de pratique, il y a des hauts et des bas, hein. Ouais, alors j'ai eu plein de jokers, hein, clairement. Moi j'ai eu beaucoup de chance, hein, mais je me suis cassé une fois un poignet, mais c'est tout, quoi. Okay. Mais j'ai eu plusieurs bons jokers, plusieurs fois dans les arbres. Bon, souvent des parachutes quand je faisais l'accro. J'ai fait plusieurs fois le secours, je suis tombé dans ma voile. Je me suis dit bon, je vais arrêter l'accro parce que j'étais à l'époque où les voiles elles étaient pas encore complètement au point pour faire l'infinite là, les tumblings. Donc au bout de 2 fois où j'ai visité mon intrado, j'ai dit bon, je vais faire autre chose. Surtout je commençais j'avais des enfants déjà. Non, c'était juste avant. Mais après j'ai eu des vracs. Enfin bref. Ça, c'est quelque chose. Après, ce qui est plus dur en fait dans cette activité, c'est quand tu perds les copains, quoi. C'est plus ça qui est. Oui, c'est pour ceux qui restent. Ouais, c'est ça qui est à chaque fois tu te dis mais pourquoi on fait ça? Pourquoi? Enfin voilà, pourquoi lui? Pourquoi? Donc c'est bon. Maintenant j'ai appris à accepter. Enfin, de toute façon j'ai toujours accepté, mais des fois c'est plus ou moins dur, quoi. Selon la proximité avec les pilotes, selon comment ça se passe aussi. Voilà, c'est le plus dur, quoi. Ouais, presque plus dur que de prendre un vrac. Ouais, le vrac, t'es dans ton truc, tu gères. Des fois, tu te dis, putain, là, j'ai eu chaud aux fesses. Et quand tu te dis ça, c'est... les débriefs, t'as réussi à te faire des débriefs sur les vracs que t'as eu par exemple dans le cross pour que ça soit utile aussi à d'autres gens qui pourraient sentir cette situation arriver. Et est-ce que toi, t'arriveras à nous faire un petit résumé de cet moment où tous les feux sont ouverts pour se la coller oui. Est-ce que tu arriverais à expliquer ce truc-là, même pas forcément sur un vrac en particulier que tu as eu, mais... Non, pas vraiment. Enfin, je crois pas. Après, ouais, pour moi, il y en a un qui revient, c'est l'excès de confiance, assez souvent. Mais
En fait, moi, je suis assez fataliste et je vois que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Ok. Non, En mais c'est fait, bien d'avoir cet avis-là. Je trouve. on est peu de choses mais ça, c'est pas dans tout dans la vie. Mais c'est vrai que quand on vole, on prend des risques en plus, quoi. Est-ce qu'ils sont utiles ou pas? Je sais pas. Aujourd'hui, je sais que moi, c'est entre guillemets essentiel à mon équilibre. Mm. Mais ouais, c'est sûr que j'ai vu tellement de choses. En fait, tu Des crois fois plus. c'est le matériel, des Ouais. fois c'est l'aérologie, des fois c'est les pilotes, des fois tu sais pas, il y a pas En fait, d'explication. il y a pas Des de fois, truc tout tracé. non, il y a pas. Et Et puis ça arrive aux meilleurs. ouais. Ça arrive à des débutants, ça arrive à des gens qui prennent pas de risques, comme ça en apparence. Et puis il y a des fois, voilà, tu sais pas. Donc là, en gros, je trouve ça hyper intéressant justement de parler de ça, afin de pas se dire que il y a des fois, même si tu fais tout bien, Tout bien, ouais. il peut t'arriver un truc. Ah ouais, c'est clair. Et ça, c'est vrai que je trouve ça bien de le dire parce que on le dit peut-être pas assez Ouais. que ça peut mal Oui, se c'est ça. passer, même Ça si peut tu mets mal se tout passer. en œuvre pour. C'est clair. Ok. Est-ce que tu as de dernier message à passer pour les parapentistes qui nous écoutent, que ce soit pour leur carrière de crosseux ou pour juste les débutants? Est-ce que tu as quelque chose à dire, voilà, un petit message pour conclure? Je vois pas là tout de suite, mais après voilà, s'il y a un truc par rapport à la sécurité, c'est voilà, c'est choisir ses conditions, se dire qu'on a le temps, qu'il y en aura d'autres. Si on a un doute, voilà, c'est ça quoi. Après, il faut aussi pour se faire ces expériences, faut y aller, mais il faut pas s'acharner. Dès qu'il y a le moindre doute, vaut mieux regretter Okay. d'être au sol Ouais, que de regretter d'être en l'air. Celle-là, c'est le vieil adage qui reste. C'est clair, qui reste vrai c'est clair. Pour tout. Ok, je te remercie en tout cas d'avoir reçu. Merci à toi. J'espère que je te souhaite tout plein de bonnes choses pour le projet de la microferme. Merci. Et puis pour les projets futurs de films, voilà, hâte de savoir ce qui va se passer aussi pour les prochains films de parapente. Ah oui, ça continue. Il y en a dans les tuyaux. Au top. Merci beaucoup en tout cas, Antoine. De rien.